Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Et pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry avec l'équipe de France. Liverpool 3-0. Call it, take it quickly, Origi! He's doing it! Unbelievable! Divock Origi! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Passion Foot pour une nouvelle semaine de football avec de nombreuses informations. Le football déjà est de retour. Ça y est, certains championnats ont repris. La Coupe d'Italie est en train de se jouer. On a eu le magnifique Milan-Juve. Magnifique, on pourra en reparler peut-être. On va avoir la Coupe d'Italie qui va reprendre. La Bundesliga qui continue son cours. La Liga qui a repris dès ce week-end. Beaucoup de football. Mathéo Brieux, ça y est, le football est de retour. Ça va mieux, non ? Ah, ça, tu l'as dit, Charles, ça va mieux. Même si, voilà, comme tu l'as un peu annoncé, c'était pas du grand football qu'on a vu avec ce Milan-Juve, mais ça reste du football italien, du football plaisir. Catenaccio, voilà, c'était à l'heure. Pas du grand football. Même Sarri l'a dit d'ailleurs que c'était un peu de la merde ce qu'il a fait en faisant ces 3 changements. Je cite, bien sûr. Et puis voilà. Mathéo, ça y est, la Liga est de retour. Le plus beau championnat du monde, selon toi, est de retour. Ça y est, bien sûr. Mais oui, mais bien sûr, la Liga, c'est un championnat qui me tient à cœur. C'est du très beau football. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi le derby de Séville, un petit peu avec les effets spéciaux dans les tribunes. On se croirait dans un match de FIFA 12, mais c'était vraiment très bien. C'était vraiment très sympa avec le bruit autour. Et là, par contre, on avait un très beau match. On avait un très beau match avec un gros Lucas Ocampos. Donc, content que le foot reprenne. On aura l'occasion, bien évidemment, de revenir sur cette reprise. On sait que le championnat d'Angleterre arrive dès le week-end prochain. Bien évidemment, dès le prochain week-end, l'Angleterre sera de retour. Mais avant ça, on va vous parler de sujets un peu plus profonds. On parlera moins terrain aujourd'hui sur beaucoup d'informations qu'on a eues déjà concernant la Ligue des Champions avec un Final 8 qui est en train de se dessiner du côté de Lisbonne. On vous expliquera comment ça marche et quelles sont peut-être les potentielles chances de nos clubs français. Toujours dans l'aspect des tournois, ça y est, Jean-Michel Aulas est en train d'organiser son petit tournoi, on va dire de remise en route des clubs avec le Paris Saint-Germain. On vous expliquera bien évidemment comment ça marche. Il y aura un tournoi masculin et féminin. Et enfin, on ira du côté de Monaco, qui a trouvé son nouveau directeur sportif en la personne de Mitchell. On pourra vous détailler tout ça bien évidemment dans cette partie actualité dès cette semaine. Il lui a donné son numéro de téléphone et il lui a demandé où l'année prochaine il allait l'entraîner et qu'il le suivrait quoi qu'il arrive. Non, Annecy, je vous le dis. Et oui, bien évidemment, la Ligue des Champions est au centre de toutes les questions actuellement. Beaucoup de questions autour de la Ligue des Champions. Comment ça va se passer ? Est-ce qu'elle va même reprendre ? Selon Sky, le journal italien, le journal anglais, il serait en train de se préparer quelque chose du côté de l'UEFA pour proposer un gros tournoi avec toutes les équipes, bien évidemment, encore en course en Ligue des Champions, avec une petite subtilité, bien évidemment, pour les clubs encore en lice pour les huitièmes de finale. Ce format, comment il se passe ? Bien évidemment, les huitièmes de finale retour vont se jouer dans le stade prévu à cet effet. On prend l'exemple, par exemple, de Turin-Lyon. Le match se jouera à Turin, tout comme le match de Bayern contre Chelsea qui sera du côté de Munich. Tous ces matchs-là vont se jouer dès leur stade, mais dès l'arrivée des quarts de finale, on ira tous à Lisbonne, tous au Portugal, au stade de Benfica pour jouer un Final 8. C'est comme ça qu'on l'appelle, avec les 8 clubs qualifiés du coup en Ligue des Champions pour quarts de finale, demi-finale et finale. Et ces matchs-là, ce ne seront pas des matchs, bien évidemment, aller-retour. Pandémie oblige, on part sur des matchs. Mathéo, tu es parti. Mathéo, tu es revenu. Mathéo qui est revenu. Magnifique problème de direct de Mathéo, mais on a l'habitude, bien évidemment. Donc voilà, donc tous à Lisbonne pour jouer ces matchs à élimination directe entre tous ces clubs. Messieurs, Brieux, déjà, qu'est-ce que tu en penses un petit peu de ce format de Final 8 ? On va avoir, on va dire, à peu près un match par semaine pour toute la Ligue des Champions. C'est quand même un format qui est intéressant. C'est quelque chose qui te plaît, ce format, ou est-ce que tu aurais préféré peut-être littéralement annuler la Ligue des Champions ou peut-être conserver ce mode aller-retour ? Moi, je trouve ça vraiment incroyable comme décision. Enfin, incroyable dans le sens où moi, ça me réjouit. J'ai qu'une envie, c'est d'être début août là pour avoir quasiment un match de Ligue des Champions tous les jours avec des grosses équipes. 8 grosses équipes comme ça qui vont se rassembler pour faire un événement du genre, moi, en tant qu'amoureux du football, je me languis d'y être, quoi. Vraiment,
je pense qu'on va avoir droit à du beau football, surtout si les championnats vont à leur terme et qu'il y a des tournois qui s'organisent pour remplacer les championnats qui sont terminés. Mais vraiment, je pense vraiment que ça va être délicieux pour tous les fans du football d'avoir des équipes comme ça. Et puis, le fait que ce soit des confrontations, comme tu l'as dit, Charles, à enjeu direct, c'est-à-dire à élimination directe, ça va rajouter un peu de piment, un peu de pression aussi sur les épaules des joueurs. Et je pense que ça va être vraiment du beau spectacle, du beau football. Mathéo, toi, qu'est-ce que tu en penses un petit peu de ce format? Est-ce que tu penses qu'on va avoir justement du beau spectacle avec peut-être aussi beaucoup de surprises? On prend l'exemple tout simple de Lyon. Sur un match direct, Lyon est en quart de finale. Est-ce qu'on pourrait avoir des scénarios, on va dire, un peu comme ça, comme par exemple l'Atalanta Bergame ou Leipzig, qui sont déjà qualifiés, eux, pour les quarts de finale, pourraient, sur un match tout casser et accéder aux demi-finales et peut-être voir plus loin encore? Déjà, c'est apporté par une nécessité de calendrier, d'organisation. Mais je trouve que ce format est vraiment intéressant parce que moi, j'aime beaucoup ce genre de match vraiment à élimination directe. Un match, 90 minutes et ça joue vraiment sur le terrain. Et je trouve ça vraiment intéressant en termes de pression, en termes d'émotion que ça peut nous apporter. Vraiment, quand on voit tous les finales, j'en ai plein en tête. Mais ça va être super intéressant. Et puis, ce qui va être d'autant plus intéressant, c'est que le tournoi sera fin août, je crois. Donc, les équipes auront déjà eu le temps de se remettre en marche. Il y aura du beau jeu. Et puis, au moins, on va passer un beau mois d'août, un beau mois de football. Pour remplacer l'Euro, quoi. Bien évidemment, bien évidemment, l'Euro devait prendre cette semaine. On devra se contenter de la Ligue des Champions. C'est pas si mal non plus. Hein, on se sert de ce qu'on a. Voyez, est-ce que tu voulais t'exprimer sur ce sujet? Ouais, en fait, ça me fait penser ce format-là à un format de compétition internationale avec les sélections nationales, que ce soit un Euro ou une Coupe du Monde. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est vraiment les compétitions que je préfère finalement parce que on sait que sur un match, tout peut se passer. La petite équipe peut bouffer une grosse équipe, comme ça s'est passé. Maintenant, je crois que ça fait peut-être 4 éditions d'affilée où le champion du monde en titre se fait sortir dès les phases de poule, ce qui est incroyable pour des équipes de ce calibre-là. Donc franchement, moi, ça me régale et encore une fois, je me languis d'y être et de voir, comme tu l'as dit, Charles, peut-être l'Atalanta ou même les Leipzig aller au bout. Qui sait, je pense que ça peut être vraiment la compétition où n'importe quelle équipe peut gagner et quel régal. C'est ça, on peut prendre l'exemple de l'Euro 2016 avec l'Islande, hein, qui avait éliminé l'Angleterre très vite dans la compétition et qui avait après perdu contre l'équipe de France, bien évidemment. Mathéo, un avis là-dessus? C'est comme tu dis, il n'y a pas de petite équipe au final. Après, on peut reprendre un exemple. Moi, celui qui vient en tête, c'est Japon-Belgique. C'était pendant la Coupe du Monde. Au final, le Japon, il commence très bien. Il y a quoi, 2-0 avant de se faire remonter par la Belgique. Et c'était un match mais complètement dingue en 90 minutes. C'était complètement fou. Et on peut se dire que chaque petite équipe peut avoir une carte à jouer. L'Atalanta peut vraiment bien rentrer. Après, Lyon, c'est un peu différent parce que, bon, on en reparlera après, mais il n'y a pas forcément la reprise des championnats. Et on va en parler justement des solutions qui vont être mises en place pour essayer de combler ce manque de jeu. Mais ça va être super intéressant. Moi j'ai hâte. On pourrait du coup bien évidemment voir des matchs fous, des matchs qui sont absolument incroyables, avec beaucoup de buts, beaucoup d'actions, beaucoup même des défenses qui seraient peut-être extrêmement solides. Enfin, beaucoup de choses à voir en tout cas avec ces matchs de coupe. Et tu en parlais, Mathéo, pour Lyon. Lyon qui aura du coup un huitième de finale retour à jouer sur le terrain de la Juventus. Après ce qu'on a vu contre le Milan AC, la Juventus n'est pas encore rodée, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on pense un petit peu? Est-ce que Lyon a vraiment une chance de battre cette Juventus-là qui aura, on va dire, allez, on est début juin, qui aura à peu près 2 mois de compétition dans les jambes? Est-ce que Lyon a une vraie chance, Brieux, de passer en quart de finale et d'éliminer la Juventus de Cristiano Ronaldo? Bah, il y a 2 problèmes dans ce sujet-là, moi, selon moi. C'est que le premier, c'est qu'il y a la Juve qui va s'entraîner et jouer des vrais matchs pendant 2 mois, tandis que Lyon va jouer des matchs sans enjeu, avec des matchs amicaux ou aucun match d'ailleurs. Et le deuxième problème, pour Lyon, il s'appelle Cristiano Ronaldo. On sait que c'est un cyborg en Ligue des Champions en match élimination directe. S'il a les mèches blondes, c'est même pas la peine de rentrer sur le terrain. Donc moi, je m'attends vraiment à un match très très compliqué pour l'Olympique Lyonnais. Après, on a vu que c'était très compliqué aussi pour la Juve de cette reprise. Ils n'ont pas très bien joué contre le Milan. Ils ont un peu de mal cette saison, hein, surtout dernièrement avant le lockdown. Donc ça peut être très compliqué aussi pour la Juve. Ça, pour moi, c'est le match vraiment de tous les possibles. Une Juve un peu faible, un peu, j'ai presque envie de dire un peu dégueulasse hier contre le Milan AC, qui n'a pas vraiment proposé de jeu, vraiment pas très. Ça donne pas envie, en tout cas, le football, même avant le confinement, le football proposé par Maurizio Sarri n'était pas
excellent du côté de la Juve. Cette défaite à Lyon a un peu mis un coup de poing derrière la tête de toute l'équipe, à mon avis. Matteo, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que la Juve, c'est quasiment sûr qu'ils vont en quart de finale en éliminant Lyon? Ou est-ce que Lyon a vraiment une chance, sachant qu'ils vont récupérer aussi des joueurs comme Memphis Depay, qui n'étaient pas censés être là au début? Moi, je pense que Lyon a même peut-être un peu plus de chance qu'avant le confinement. Pourquoi? Parce qu'ils récupèrent Depay et Jeffrey Reine Adelaide aussi. C'est pas mal. Il y avait beaucoup de blessés, comme Youssouf Koné aussi, je pense qu'il va revenir. Donc, ils récupèrent quand même une sacrée ossature. Peut-être un Thiago Mendes qui va revenir aussi très en forme, pourquoi pas. Et puis, le match à domicile de la Juventus ne vaut peut-être plus rien dire. On est à Lisbonne. Donc, au final, il joue à Lisbonne. Hein, les huitièmes de finale retour vont se faire dans les terrains. Donc, on va dire donc le Lyon-Juve se jouera à Turin. Mais est-ce qu'il y aura des supporters à cette époque-là? Peut-être pas, je pense pas. Le stade sera peut-être pas rempli. Donc, c'est encore un facteur en faveur de Lyon, je trouve. Après, effectivement, il y a ce facteur jeu qui va rentrer en compte, puisque quand on est un joueur, on a besoin de jouer, on a besoin de s'exercer. C'est pas n'importe quoi. Hein. Pour rester performant, il faut continuer à s'entraîner. Et il va falloir combler ce genre de choses. Mais Jean-Michel Aulas, il a l'air vraiment de se bouger un peu pour essayer de trouver des solutions. Et je pense pas que pour son équipe, mais aussi pour l'ensemble du football français, comme le PSG. Et c'est là qu'on se dit, putain, dommage. Ce rôle qu'est en train de jouer Jean-Michel Aulas, il aurait pu le jouer dès le début en prenant la reprise du championnat français. Et au lieu de ça, il a cherché les intérêts de son club. Donc c'est dommage, on aurait vraiment voulu qu'il prenne ce rôle-là dès le début, quoi. Mais bon, on verra bien. On aura le temps d'en parler, bien évidemment, de Jean-Michel Aulas et de son combat qu'il a pu faire. On parlera bien évidemment de ça dans le débat consacré à ces décisions du Conseil d'État que vous pourrez retrouver dans les jours qui suivent sur la chaîne YouTube. On fera un gros dossier sur tout ce qui se passe en France actuellement. Mais voilà, Lyon, en tout cas, a ce match retour à jouer. C'est peut-être du 50-50. On ne sait pas. Franchement, ils ont un but d'avance. Hein. C'est quand même on va dire un petit effort qui a un petit avantage. C'est quand même pas mal. Donc, à voir ce que pourra proposer le Lyon du grand Rudy Garcia. Bien évidemment, à voir comment vont revenir les joueurs. Et bien évidemment, surtout ces tournois. J'aimerais aussi préciser quelque chose. On n'a toujours pas de date pour ces huitièmes de finale retour. On imagine que ça sera fin juillet, début août, avant l'arrivée du Final 8, mais pour l'instant, toujours pas de date confirmée. Même le Final 8 n'est pas officiel. C'est la solution la plus probable, en tout cas, qu'on pourrait avoir du côté de Lisbonne dès le mois d'août. À savoir aussi que l'Europa League devrait avoir le même format, mais lui du côté de Francfort, en Allemagne. Donc, comme ça, un petit peu les informations complémentaires. On va revenir sur un club avant de te laisser la parole, Matteo. Qu'est-ce que tu veux dire, Matteo? J'avais une petite question sur le format. Je ne sais pas si vous pouvez m'éclairer ou pas. Mais à Lisbonne, il y a deux équipes. Il y a aussi le Sporting. Ça sera dans le stade de Benfica. Ce sera dans le stade de Benfica, mais pourquoi pas faire Stadio de la Luz pour rendre… Hein? Je pense qu'il y a une envie aussi de faire une compétition vraiment, on va dire, j'ai presque envie de dire à l'américaine, vraiment sur un tournoi. On est tous ensemble au même moment. C'est un petit événement quand même. On a les 8 meilleures équipes de cette année qui seront dans la même ville pour jouer sur le même terrain, la même compétition. Je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Ouais. Mais il y a aussi, on va dire, un petit côté peut-être sanitaire, éviter, on va dire, d'aller dans un deuxième stade et de refaire toutes les mesures de procédure, parce qu'à mon avis, il va y en avoir quand même mises par l'UEFA et par le Portugal aussi là-dessus. Donc, je pense qu'il y a aussi un petit côté déjà sanitaire, mais aussi peut-être enjeux sportifs, télévisuels qui veulent garder en restant sur le stade de Benfica. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Brio, là-dessus? Moi, je suis totalement d'accord avec toi, Charles. C'est l'esprit. L'UEFA veut faire une compétition à l'esprit américain, ce qui est en train de se passer pour la NBA notamment et même la MLS. Donc, je pense que même d'un point de vue économique, c'est plus rentable de faire ça dans un seul stade où il y aura toutes les installations caméras, toutes les installations sanitaires, moins de sécurité, etc. à payer. Donc, c'est plus facile pour l'UEFA et pour toutes les équipes de se retrouver dans un seul et même stade que de faire en deux stades. Oui, c'est un peu comme ce qui se fait en Amérique avec la MLS qui devrait aller du côté de Disney World. Voilà, c'est une petite information complémentaire qu'on lâche comme ça. J'aimerais aussi qu'on parle du Paris Saint-Germain, bien évidemment, encore en compétition, quart de finaliste de cette édition. J'ai posé la question qui fâche. Brieux, est-ce que c'est la bonne année pour le Paris Saint-Germain avec ce nouveau format? Comme tous les ans, c'est la bonne année pour le PSG. Non, mais plus sérieusement, comme on l'a dit un peu avant, pour moi, il n'y a pas vraiment de favorite pour cette année en Ligue des Champions parce que c'est des matchs à sens unique. Donc, sur un match, un joueur peut faire la différence. Le PSG en a deux de très, très grande classe, même
même je dirais 4, même 4 avec Icardi et Di Maria. Donc je pense que le PSG peut être avantagé. On sait que c'est des joueurs qui adorent les gros matchs, les matchs en jeu. On pense à Mbappé et Neymar qui ont fait déjà leurs preuves dans les grandes compétitions, que ce soit en Ligue des Champions ou en Coupe du Monde. Donc je pense vraiment que ça peut être une très belle opportunité pour le PSG. Après, faudra voir le niveau des autres équipes et le tirage, hein, toujours pareil. Avec un tirage facile, c'est plus facile tout simplement. Forcément. Mais non, je sais pas. J'ai pas vraiment de favori. Je pense que le PSG a le profil type d'une équipe qui peut la gagner, mais comme ça peut être le Barça, le Real, City, la Juve, donc j'ai pas trop de favoris. Mathéo, je vais poser ma question un petit peu différemment. Est-ce que tu penses que le format qui est mis en place, c'est un format qui irait mieux au Paris Saint-Germain qu'on va dire un match à aller-retour? On sait que sur un match, comme l'a dit Brieux, des joueurs comme Neymar, Mbappé, Di Maria, Icardi, même Cavani peuvent faire des grosses performances sur un seul match. On l'a vu contre Dortmund au retour pour Neymar, par exemple. Est-ce que ce format, c'est le format qui convient à Paris? L'avantage pour Paris, c'est qu'il n'y a pas de match retour. Donc, du coup, il y a C'est ça. moins de risque de remontada. Mais non, mais ouais, effectivement, c'est peut-être même sans l'impression des supporters, on sait que c'est peut-être un facteur qui peut poser un peu problème à Paris. Donc, on pourra en reparler quand on parlera aussi de Thiago Silva. Mais j'écoutais RMC l'autre fois, il y a un supporter qui disait justement que le fait d'avoir joué ce match contre Dortmund à huis clos avait peut-être aussi permis aux joueurs d'être vraiment concentrés, et d'avoir un autre facteur concentration et un petit peu moins de pression. Donc oui, effectivement, je pense que c'est un format qui peut jouer en leur faveur. Maintenant, il reste un désavantage énorme qui est le jeu, le manque de compétition. Et est-ce que pour le PSG, est-ce qu'un tournoi avec les meilleures équipes de la Ligue 1, ça vaut des équipes de Première Ligue qui vont jouer Donc, c'est compliqué pour eux, mais bon. En tout cas, on espère que les clubs français vont arriver à faire quelque chose et vont aller le plus loin possible. En tant que bon supporter parisien, bien évidemment, j'y crois. Hein, je pense que c'est le système qui marchera, qui ira le mieux, en tout cas, au type de joueur qu'a le Paris Saint-Germain actuellement. Je pense que c'est, on va dire, le format qui vraiment est plus adapté à. C'est des joueurs qui, sur un match, vraiment peuvent faire une différence et qui peuvent vraiment tout casser. Et je pense qu'ils ont aussi cette envie de, on va dire, j'ai presque envie de dire, de fermer des bouches un petit peu, de dire, regardez, même si on est, on n'a pas de match, on n'est pas là. Je pense que c'est vraiment l'équipe qui pourrait vraiment, on va dire, montrer tout l'étendue de son talent et pour dire, voilà, nous, on n'a pas besoin de jouer des compétitions. On est là pour jouer que la Ligue des Champions. Et il peut y avoir cette question d'orgueil aussi qui rentre du côté du Paris Saint-Germain. Bien évidemment, on connaît que si Paris Saint-Germain gagne cette Ligue des Champions ou même à n'importe quel autre club, il y aura peut-être une astérix à côté. Hein. Donc, c'était une Ligue des Champions un peu tronquée. Ça, c'est un autre débat encore qu'on pourrait avoir, pourquoi pas, sur l'astérix de la Ligue des Champions. En tout cas, on espère que Lyon passera contre la Juventus et peut-être ira un peu plus loin et que le Paris Saint-Germain pourra dépasser enfin ce stade des quarts de finale qui serait du coup un petit peu plus simple si c'est un match à élimination directe. Tu parlais, Mathéo, du Paris Saint-Germain qui vont peut-être affronter des équipes de Ligue 1. Jean-Michel Aulas est en train de préparer un gros plan, un très très gros plan pour remettre en route les clubs français pour ne pas rester vraiment, on va dire, à peu près 6 mois sans jouer. Pour ces clubs-là, un tournoi est en train de s'organiser avec le Paris Saint-Germain du côté de l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium. C'est un tournoi masculin, mais il y aura aussi les équipes féminines, ce qui est pour moi une bonne chose aussi. On aura le temps d'en parler, même si on va surtout se concentrer sur le masculin. Ça devrait se passer au Groupama Stadium. 6 équipes, 2 poules de 3, avec, on va dire, après une accession demi-finale et finale. Est-ce que, déjà, l'idée même de faire des matchs, tout simplement, elle est bonne? J'imagine que oui, mais est-ce qu'elle est, on va dire, nécessaire? Mathéo, est-ce que cette idée de faire un tournoi pour remettre en forme les équipes, il est nécessaire, ce tournoi? Oui, bien sûr, parce que au final, ça reste un tournoi amical, mais on sait que le mot tournoi a plus de valeur que des simples matchs par-ci par-là. Là, il y aura vraiment, on peut se dire que dans la tête des joueurs, il y aura un réel investissement, il y aura une réelle envie d'aller peut-être au bout, de vraiment se motiver, faire de cette coupe vraiment quelque chose de costaud dans la tête des joueurs et de se dire, bon, on joue des vrais matchs pour se remettre en route pour les coupes et pour les compétitions européennes. Brieux, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ça peut remplacer, on va dire, bon, ça ne remplacera pas bien évidemment une fin de championnat, mais est-ce que c'est la bonne chose pour remettre en route les machines, surtout notamment Lyon et le Paris Saint-Germain, on en a parlé juste avant. On sait que par exemple, on a eu beaucoup de critiques sur Lyon et le Paris Saint-Germain qui avaient, on va dire, pas le bon championnat pour se préparer aux grands événements. C'est
les clubs français seront désavantagés plus tard par la suite, notamment en Ligue des Champions, par cette décision. Mais c'est quand même excellent de voir du football français pour préparer les matchs. Ah, c'est une très très bonne idée d'un point de vue sportif, déjà, comme on l'a dit, parce que ça va préparer nos clubs encore qualifiés en Ligue des Champions, donc le PSG et Lyon, mais aussi d'un point de vue économique, parce que je pense que Jean-Michel Aulas, il a ça aussi derrière la tête. On sait qu'il y a un déficit, je crois, d'une centaine de millions d'euros pour les clubs de Ligue 1 dû à cet arrêt du championnat. Et ça va forcément renflouer un peu les caisses des clubs qui vont être présents durant ces tournois-là. Donc c'est une très très bonne chose pour le football français et pour les supporters du football français aussi, qui vont pouvoir revoir leurs joueurs favoris sur un terrain. Après, au niveau du format, je pense aussi que c'est une bonne idée de faire un tournoi et non pas une série de matchs amicaux comme la LFP a proposé finalement, parce que ça va rajouter un enjeu. On sait que même si ce sera un trophée en carton, comme ça a pu l'être l'été dernier par exemple avec l'EA Sport Ligue 1 Summer Games ou je sais pas quoi que l'homme a remporté, et ben c'est quelque chose qui va donner envie aux joueurs de se battre. On sait que les joueurs sont toujours avides de trophées et de victoires tout simplement. Donc avoir un classement final à la fin du tournoi qui a dit tel club sera premier, a battu tel club, c'est une bonne chose pour le football français et pour les équipes qui se préparent à la Ligue des Champions. On sait bien évidemment du coup que l'OL et le Paris Saint-Germain sont en tête de file, un peu forcément, c'est les deux clubs qui sont, on va dire, le plus intéressés par reprendre, on va dire, le football rapidement. Beaucoup de spéculations, on ne sait pas encore vraiment quelles équipes seront présentes à ce tournoi. On a eu quelques idées, notamment, bien évidemment, Aulas a dit que ça serait les 6 meilleures équipes de Ligue 1 qui seraient présentes, même si l'OL a fini 7e, c'est un paradoxe. Non, les 8 meilleures équipes. Les 8 meilleures équipes, pardon. Les 6 autres que le PSG et l'Olympique Lyonnais. C'est ça, les 6 autres que le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Donc on peut penser à l'OM, bien évidemment, on peut penser à Monaco, à Saint-Etienne, à Lille, à Rennes encore. Brieux, qu'est-ce que tu en penses, à ton avis? Est-ce que vraiment toutes ces équipes vont venir? Est-ce que toutes ces équipes ont intérêt à venir en tout cas? Et quelles équipes, on va dire, seraient le plus propices à venir? Comme tu l'as dit, ces équipes, et comme j'ai dit avant, ces équipes ont tout intérêt à venir parce que ça va aussi maintenir leurs joueurs dans un bon état de forme et surtout un peu renflouer les caisses, même si ça ne remplacera jamais les sous que se seront fait les clubs avec les droits TV de Canal et de beIN. Mais ça va être un très bon complément et un bon remplacement. Moi, je pense notamment pour des clubs comme Monaco, qui n'a pas eu la fin de saison qu'ils espéraient, pour Lyon aussi, qui est le principal organisateur du tournoi, pour le Paris Saint-Germain, bien sûr, parce qu'il se prépare encore une fois, pour le LOSC, qui veut montrer qu'il aurait peut-être pu battre Rennes sur le terrain, donc ça va être une belle occasion. Donc pour Rennes aussi, qui va prouver qu'ils méritent vraiment leur 3e place. Marseille, qui a fait une super saison, ça peut être l'occasion pour eux de finir en beauté avec un titre. Donc voilà, ça peut être des bonnes équipes. Je pense pas que Saint-Etienne, je ne sais pas exactement si Saint-Etienne sera convié. On sait qu'il y a une grosse rivalité avec l'Olympique Lyonnais. Après, ils ont fait une saison très très compliquée, donc je ne sais pas exactement quelle équipe il y aura. C'est un débat qu'on peut avoir aussi, mais je pense que dans les grandes largeurs, il y aura Lille, Rennes, Marseille, Lyon, Paris, Monaco, et après Nice. Pourquoi pas Nice? Et après, je pense que ce sera soit Bordeaux, soit Rennes, qui sont des équipes plutôt historiques de championnat plutôt qu'actuellement très très fortes. Et il me vient une question là directement en voyant un petit peu ce format de championnat. Finalement, Aulas, il les a ces playoffs, il les a son système de fin de playoffs. Mais au final, maintenant, quand on regarde la situation actuelle, est-ce que ce système-là de playoffs qu'on fait, mais là on va dire sous forme de tournoi, aurait pu être viable en France, Mathéo? Est-ce que quand on regarde maintenant la situation actuelle, on se dit on aurait pu avoir ce système-là et qui est au final, quand on regarde maintenant, pas un mauvais système? Et bien sûr qu'il aurait pu être viable, et surtout la reprise du championnat aurait pu être bonne quand on voit que ça reprend partout. C'est même pas les playoffs. En effet, c'est une solution qui permet de finir plus vite, plus simplement et aller vraiment, je dirais, droit au but. Mais voilà, non, mais je trouve que Jean-Michel Aulas, il est aussi malin. Et on ne dit pas peut-être assez. Je sais que, par exemple, d'un côté financier, je ne sais pas comment ça va se passer, mais son tournoi, il va se passer au Groupama Stadium, au stade de l'OM. On sait que les supporters vont recommencer à revenir dans les stades au mois de juillet. On parle déjà d'une limite de 5000 personnes qui seraient présentes dans les stades, pourquoi pas, en France, qui est un peu un paradoxe aussi. Mais pourquoi pas avoir des supporters, même juste des spectateurs qui viendraient au stade? Noël Le Graët, il espère voir, j'ai lu ça, il espère voir des finales de coupe avec un stade rempli. Donc, on peut se dire pourquoi pas.
Et non, mais c'est contradictoire. Mais bon, ça, c'est les instances du foot français. Enfin bref, on va pas revenir sur le débat. On pourra avoir un trop gros débat dessus. Je te sens un peu aigri là-dessus. On va pouvoir avoir ce débat. Ne t'inquiète pas, on va pouvoir tailler toutes les instances du football français dans une prochaine vidéo. Ça va se passer. En tout cas, voilà le tournoi qui est en train de se préparer. Jean-Michel Aulas a d'ailleurs donné une interview à Téléfoot où il parle justement de ce tournoi en expliquant toutes les modalités, tout ça. Il faudra aussi noter chose que je trouve très bien. On va pas vous poser de questions dessus, mais ce tournoi sera aussi pour les équipes féminines. Donc c'est quelque chose de très bien aussi ce que fait Jean-Michel Aulas sur ça. Voilà, les femmes sont aussi présentes dans le football et c'est très intéressant d'avoir cette vision-là aussi. On va passer à notre dernier petit sujet. On a parlé de Monaco, pourquoi pas dans ce tournoi. Il y a Monaco continue un petit peu sa révolution. On en a parlé dans l'actu Mercato. Subasic s'en va, mais par contre un nouveau directeur sportif en la présence de Mitchell. Il est notamment passé par Leipzig. Brieux, est-ce qu'on assiste à une petite révolution du côté de Monaco? Il va devoir du coup travailler avec Moreno, avec un effectif, on ne sait pas encore s'il va être, on va dire, explosé. Est-ce qu'on assiste à une petite révélation et une petite rénovation du côté de Monaco? Je pense pas que ce soit une rénovation. Moi, je pense plutôt que c'est un recrutement qui se fait dans la continuité du projet Monégas. Donc, tu l'as dit, Charles, Paul Mitchell serait pressenti pour être le futur directeur sportif de l'AS Monaco et reprendre un peu le flambeau qu'avait laissé Luis Campos et qui a finalement pas trop été remplacé, on va dire. On parle d'un directeur sportif qui est jeune, il a 38 ans, il a un gros réseau. Il est passé par Southampton où il a accompagné Mauricio Pochettino, où il a ramené Sadio Mané dans ses bagages. Il est ensuite allé du côté de Tottenham où il a ramené Dele Alli notamment. Il a ramené Dele Alli, Kylian Trippier, Hugminson, Toby Alderweireld, qui sont des gros noms encore outre-Manche du côté de Tottenham. Ensuite, il a posé ses valises donc du côté de Red Bull. Il était coordinateur de toutes les institutions Red Bull, donc que ce soit Leipzig, Salzbourg, New York. Il y a d'autres petits clubs qui jouent en deuxième division autrichienne et en première division brésilienne. Donc c'est un gros nom qui a un sacré réseau. Je pense que ça peut être une super chose pour l'AS Monaco et c'est quelqu'un qui sait vendre ses joueurs aussi. Donc je pense que ça va faire vraiment des bonnes choses à Monaco. On sait que c'est un club qui a, je crois, 70 joueurs sous contrat. Donc beaucoup de joueurs et beaucoup de potentielles ventes fructueuses pour ce club monégasque. Mathéo, on a quand même une personne qui n'est pas très connue du grand public, en tout cas, mais qui est extrêmement respectée dans le milieu du football même. C'est un choix fort que fait Monaco. C'est un choix qui vraiment, on ne l'avait pas vraiment vu venir. Enfin, je vous avoue que les directeurs sportifs, je les vois passer dans les clubs et on ne sait jamais vraiment ce qu'ils font, même si, bon, dans certains clubs, oui. Là, c'est quand même un gros nom qui arrive. Monaco, est-ce que dans, on va dire, une 12 saisons, avec cette donc, petite rénovation, comme j'aime l'appeler, peut retenter, pourquoi pas, une campagne en Ligue des Champions, en tout cas de se battre pour aller jouer la Ligue des Champions dès la saison prochaine ou dans 1 ou 2 ans? Comme tu l'as dit, ce ne sera pas à court terme parce que je pense qu'à court terme, il faut une rénovation qui va être nécessaire au niveau de l'effectif. Ils ont un trop gros effectif, 60 joueurs, je ne sais même pas comment ça s'explique et je ne savais même pas que ça pouvait exister. Il va falloir dégraisser énormément la masse salariale, il va falloir faire entrer de l'argent dans les caisses parce qu'on sait que la stratégie Monégas, c'était vraiment un système de trading, de faire entrer des sous, mais on sait que depuis quelques années, il n'y a pas énormément de ventes depuis la génération un peu dorée avec Mbappé, Neymar, tout ça. Donc, il va falloir se remettre sur le droit chemin. Et puis, effectivement, Michel, c'est un gros nom. Alors, les directeurs sportifs sont un peu moins médiatisés, donc c'est normal qu'on ne les connaît pas. Mais quand on regarde le CV que Brieux nous a présenté et tous les joueurs qu'il a ramenés, franchement, ça peut être que bénéfique pour Monaco. Brieux, tu nous as du coup présenté un peu ce CV. Il est passé par bon nombre de clubs, dans bon nombre de championnats, bon nombre de pays. Deux petites questions. Est-ce que tu penses que le fait d'arriver en France, il pourra amener son expertise du championnat étranger? Mais également, est-ce qu'il est vraiment prêt, on va dire, pour le marché français? Est-ce qu'il connaît vraiment ce marché-là? Oui, moi je pense vraiment qu'il connaît ce marché-là. Et j'ai un nom qui va vous ressortir et qui est tout bête, c'est Nordin Mukiele. C'est Paul Mitchell qui a fait venir Nordin Mukiele du côté de Red Bull Leipzig. On voit la saison qu'il fait encore cette année. C'est un gros talent du visier français. Donc c'est quelqu'un qui connaît le marché français. Il le connaît bien sûr pas aussi bien que le marché anglais et le marché allemand pour lesquels il a travaillé de nombreuses années. Je crois que ça fait depuis 2014 qu'il est dans ce milieu-là, alors qu'il a que 38 ans. Donc dès sa trentaine, finalement, il a commencé à travailler au niveau de la direction sportive des clubs.
Donc c'est quelqu'un qui connaît très très bien le marché français. Il avait aussi étudié notamment Sadio Mané lors de son passage à Metz. Donc c'est un directeur sportif qui a de la bouteille malgré son jeune âge et qui a un énorme réseau, comme j'ai dit, qui sait par ses nombreux déplacements dans les clubs pour lesquels il a travaillé. Et ce qui va être intéressant aussi pour l'AS Monaco, on sait que ça a été l'ancien coordinateur de tous les clubs de Red Bull et que Monaco veut tisser un lien particulier avec le cercle de Bruges en Belgique. Donc ça peut être très très intéressant de quelqu'un qui connaît vraiment tous les liens que peuvent tisser deux clubs partenaires. Donc moi j'ai hâte de voir son travail à l'œuvre. Ça va être très intéressant en tout cas de voir cette petite rénovation du côté de Monaco. On parle notamment d'un potentiel départ de Wissam Ben Yedder ou d'autres grands joueurs qui pourraient renfiler les caisses comme on l'a dit du côté de Monaco. On espère bien évidemment les voir au tournoi de Jean-Michel Aulas. On va l'appeler le tournoi de Jean-Mimi tranquillement. Et puis on espère en tout cas voir ce tournoi se réaliser avec pourquoi pas du coup le retour de la Ligue des Champions en août. On attend une annonce officielle encore sur cette Ligue des Champions de la part de l'UEFA. Merci en tout cas messieurs d'avoir été présents pour ce petit tour d'horizon de ce qui se passe actuellement en France mais également en Europe du coup. On espère bien évidemment que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez retrouver toutes les autres vidéos sur la chaîne bien évidemment. Vous abonner au compte Instagram, au compte Facebook bien évidemment à la chaîne. C'est ça qui est très très important. Et vous pourrez retrouver très bientôt un gros débat sur la Ligue 1 à 22, bonne, mauvaise idée. Vous aurez bien évidemment Brio et Mathéo qui pourront vous éclairer sur ces sujets en ma présence. Et on espère vous revoir très bientôt sur la chaîne YouTube. Merci à vous Brio et Mathéo et puis on se retrouve très bientôt. Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Et pour Ribéry qui va arriver devant Casillas.